Apéro spécial week-end de l'Ouest. 3-1, 2-2, on va voir. Oh, on est gâté, on est joliment gâté avec ces matchs et ces séries de playoffs dans la conférence Ouest. Vous inquiétez pas, si vous êtes fan du Thunder, vous pouvez continuer à dormir. On parlera de vous prochainement. Thunder Grizzlies, on était à Marseille, on a vu 4-0. Merci Shai Gilgeous-Alexander. Les Grizzlies sont bien battus. Tout à fait. Mais sans Ja Morant, c'était un peu trop compliqué. Il a dit que s'il était là, il y aurait eu 2-2. Oui, d'accord, oui. Bah oui, bah, il l'a dit. Voilà. Ça aurait été mieux d'être là. Après, c'est pas de sa highlight faute, de la forcément, série des Grizzlies. mais bon. C'est compliqué. Voilà, on soupire, hein. Les Grizzlies, on soupire fort. Il y aura du boulot cet été. Au-delà de Ja Morant, là, les dirigeants doivent vraiment se remettre en question sur pas mal de points. Là, vraiment, Zach Kleiman a dit qu'il vraiment. fallait prendre la team option de Jack Laravia, donc qu'est-ce que c'est comme ça, hein, quand on sort, c'est formidable. C'est vrai, il a dit ça? Ouais. C'est bien, super. Ouais. C'est la prio, grosse prio. On y est. N'importe quoi. Dans les autres priorités, évidemment, on aura le plaisir de vous parler de Rockets Warriors. On a vu là un Game 3 emporté par Golden State d'un grand chef, Curry. Pas besoin de Jimmy Butler sur le Game 3. Game 4 ce lundi soir. On en parlera demain dans les poufs. Ouais. On va attendre d'être à 4 matchs pour voir si les Rockets sont capables de faire un mini exploit et d'en gratter un là-bas. C'est ça. Ou est-ce que les Warriors enfoncent le clou? 3-1. Est-ce que les Warriors peuvent finir un 3-1 lead? Non, on en parle demain. Et là, on a 2 séries. Pas des petites séries, hein, ça joue, franchement on voit des beaux matchs, on voit des très beaux matchs. On a d'un côté, je sais pas par où tu veux commencer, mais d'un côté on a le Nuggets Clippers, magnifique série. On a vu le Game 1 avec 2500 fous furieux au Grand Rex, c'était le Westbrook Game. Ensuite on a eu le Game 2, on vous a fait un débrief, il y avait un partout, le Kawhi Game de malade mental. Tout ça, on n'avait pas encore trop parlé de Jokic. Mine de rien, sur la longueur de la série, l'autre il envoie du sale, il est en triple-double de moyenne. Et là, on vient d'avoir 2 matchs, mais surtout un ce week-end absolument incroyable dans la nuit de samedi à dimanche. Mais avant, faut pas oublier qu'il y avait eu ce Game 3 qui est la démolition à Los Angeles où les Clippers ils ont fait. Ouais, tout à fait. Allez, moi, bien sûr, moi ça part. J'appelle ça le Nicolas Batum Game. Hein. Batum qui a été énorme, ovation incroyable du public des Clippers. Salut Nico, qui nous régale évidemment avec les Clippers sur ce début de playoff. Catch and shoot à 3 points, grosse défense, des fans en feu sur Nico Batum, il a été ovationné. Nous évidemment pareil en France, on était trop contents de le voir sur le Game 3. C'est vraiment le Factorist qui a fait le gros boulot. Même Nikola Jokic a fait un magnifique hommage à Batum en disant c'est un joueur formidable, super bon défenseur, vétéran qui rentre des 3 points, vraiment c'est un beau joueur, on l'oublie un petit peu trop. Donc c'était vraiment le moment Batum. Et puis ce Game 4 qui vient, Alex, c'était le moment où Denver était dos au mur, tu ne peux pas rentrer à la maison en étant mené 3-1, il faut trouver coûte que coûte le moyen de remporter ce Game 4 et récupérer l'avantage du terrain perdu au Game 2. Et Denver, moi je me rappelle très bien puisqu'on était à Marseille et on venait de regarder 2 matchs, ça rentre, on se pose. Minuit et demi. Hôtel, minuit et demi, 1h, ouais. Je me mets devant et tout, et puis honnêtement, à la fin du 3e quart, là, quand il y a plus 20... Pour Denver, hein. Pour Denver, je me suis couché. Je me suis couché, je me suis dit c'est bon, ouais, demain on se lève tôt, tout ça, je suis crevé, nanana. Faute grave. Ouais, je me suis couché et le lendemain je me lève, je fais merde, je regardais le replay du coup du 4e quart. Ouais, Denver a gagné, ouais. Comme ça Enfin, déjà, tu vois le score, parce que moi je regarde le score. Hein. Tu vois le score, tu vois qu'il y a que plus 2, tu dis oulala, c'était quoi ce 4e quart? Et effectivement, dénouement assez improbable, et c'est ça qui est assez fou, et je veux bien ton avis là-dessus, en global, avant qu'on rentre dans les détails. Tu as 2-2 dans la série. Honnêtement, il pourrait pas y avoir 4-0 Nuggets, par contre, il pourrait y avoir 4-0 Clippers. C'est-à-dire que le Game 1, les Nuggets l'arrachent de ouf chez eux, alors que les Clippers avaient fait une jolie course en tête, et ils l'arrachent après prolongation avec un Westbrook Factor X incroyable et tout, à l'expérience très fort. Non pas qu'il n'y a pas d'expérience en face, hein, mais il y a des deux côtés. Donc voilà, ils l'arrachent, ils le gagnent. Le Game 2, Denver aurait potentiellement pu le gagner, mais une belle maîtrise quand même des Clippers au global, avec, on l'a dit, un Kawhi magnifique, une grosse défense et tout ça. Oui, ils auraient pu Denver. Mais Denver aurait pu. Ouais. Le Game 3, par contre, la Denver aurait pas pu. Pilé, on va pas se mentir. Là, il y a grosse pilée, il y a 4 joueurs des Clippers à 20 points, il y a Batum, bref, il y a même Derrick Jones Jr. et rentre ses tirs. Enfin voilà, c'est compliqué vraiment. Il y a un très très gros écart dans le Game 3. Ouais. Et le Game 4, il y a 99-99 quand Jokic tente ce tir qui était juste une passe géniale en fait. Non, je déconne. Mais voilà, et que Gordon va nous dunker ça sur le buzzer, où franchement, je le disais dans une vidéo précédente, moi,
même avec tous les ralentis qu'ils nous ont montrés, même le ralenti bien de loin, là, de profil et tout, machin, en plan de coupe, là, j'étais là genre, putain, je suis même pas sûr, j'ai l'impression que ça va, que ça passe, mais c'est pas évidentissime, quoi. Bah oui. Mais bon, ça passe, c'est validé, personne n'a trop gueulé, en fait, voilà. Ouais, non, mais donc, tu me posais la question. La question que je te posais, c'est, est-ce que tu penses que c'est bien pour Denver et pas ouf pour les Clippers, ces deux espèces de petits miracles qui ont permis à Denver, j'ai dit miracle entre guillemets, hein, si vous écoutez et que vous regardez pas, qui ont permis à Denver d'en prendre 2 et d'être à 2-2. Est-ce que tu penses que c'est bien parce que c'est ça aussi les grandes équipes, elles ont un peu de chance, elles ont les joueurs qui font la différence au bon moment et tout, ou est-ce que quand même tu te dis quand même, non, attends, les Clippers ils ont quand même une marge, là, ils nous l'ont montré, et sur la longueur ils vont le faire en fait. Non. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah oui, je pense que les fans de Denver, la plupart, je pense, sont très contents de ce résultat. À la différence des fans des Clippers qui, à mon avis, se disent fuck, on devrait pas du tout être dans cette situation. Je pense surtout qu'on est droit dans ce qui avait été dit dans la preview, c'est mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et bien malin celui qui peut nous prévoir cette série parce que ça peut aller dans tous les sens. Avec les scénars de match qu'ils nous font, c'est nimp. On y est. Il y a 2-2 avec tout ce que tu veux. Puis ça se répond de tous les côtés. Hein. Il y a 2 semaines, vous m'auriez dit Kawhi joue comme Jordan, Aaron Gordon au alley-oop, 36-28 de Jokic et Westbrook qui donne la victoire à 3 points. Je t'aurais dit oui, bien sûr, pose cette bouteille, mon ami, et je vais composer un numéro que tu connais. Non, là vraiment, on est sur un cas classique de série tellement serrée qu'il n'y a eu que une branlée. C'est le Game 3. Une grosse, mais il y en a qu'une effectivement. Les Clippers, il y a un moment où ils ont dit on joue comme ça. Et c'est la grosse différence pour moi entre ces deux équipes, c'est que si Denver est dedans, ils sont dedans jusqu'au bout du bout. Si les Clippers, ils sont pas trop motivés, ils peuvent quand même être dedans jusqu'au bout du bout. Si Denver par contre, ils disent oh bah finalement on peut pas trop jouer, ça abandonne. Tu veux dire que les Clippers ont plus de marge finalement que Denver? Je pense que un peu plus de marge, genre la possibilité de mettre une branlée et que le match soit fini? Sur 4 matchs, la meilleure équipe ce sont les Los Angeles Clippers, de Tyronn Lue, de Kawhi Leonard et compagnie. Et Denver a su, de par son expérience et une certaine forme de... Ce sont les playoffs, hein, le shoot de Westbrook qui peut aller ailleurs, le alley-oop il peut être mieux défendu. Mais c'est comme ça, c'est parfois on a besoin de réponses rationnelles avec les playoffs, mais malheureusement le sport de haut niveau c'est parfois des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a 2-2 dans cette série. Il faut que les Clippers montrent à Denver que c'est clairement la meilleure équipe des deux. Mais quel scénario? Quel scénario? Parce que Denver... Ils sont tellement énormes, 35-17 dans le troisième quart-temps. On parle beaucoup de ce alley-oop. Leur attaque est fabuleuse. Tout à fait. On parle de ce dans leur troisième quart, il est énorme. Hein. De ce panier au buzzer de Aaron Gordon, mais est-ce qu'on peut parler enfin de ce dont on a parlé? Et je le disais à la fin de la vidéo au bout de 2 matchs, Kawhi a fait un match de Kawhi Leonard, Nikola Jokic. Oui, ok, il était en triple-double sur les 2 premiers matchs, mais on l'avait critiqué sur le Game 2, il y avait des balles perdues. Ouais, on a critiqué les balles perdues, on avait critiqué aussi, peut-être il prenait pas assez de tirs, tout ça, enfin bref. Le Game 4 de Nikola Jokic, c'est lourd. C'est un match de meilleur joueur de basketball au monde. Bien sûr, tout à fait d'accord, tout à fait. Pourtant, il est bien défendu. Et c'est ce qu'il fallait. Hein. Il est bien défendu et tout. Oui, mais c'est ce qu'il fallait pour gagner au buzzer. La série de Zubac, c'est le moment d'en parler, je veux dire. Oui. Jokic fait ça sur Ivica Zubac. J'espère que je l'ai bien prononcé pour ma team, team croate. Ivica, ouais. Qui est énorme. Pardon, il lui fait ça sur Ivica Zubac. Il fait pas ça sur un small ball. Non. Il fait ça sur un tout bon défenseur, grand, costaud, qui en plus le fait chier de l'autre côté. En plus le fait chier de l'autre côté du terrain en plus. Non, c'est vraiment très fort. Mais ce qui est intéressant, très intéressant même dans ce match 4, c'est, t'as raison, le 35-17 de Denver est complètement fou au troisième quart. Honnêtement, avec Jokic au centre. C'est suffisamment fou pour que j'aille me coucher, tu vois. Ouais. Genre que je me dise pas. Avec ma longue expérience, je me dis pas, on sait jamais et tout. Non, j'ai dit allez, c'est bon, je suis fatigué. C'est plié cette affaire. Et en fait, pardon, mais le 35, je sais pas combien, le 34-16 des Clippers pour revenir et potentiellement aller en prolongation, il est fou aussi. Bien sûr. Il est fou aussi. Il y a les non-Jokic minutes. Alors déjà, les Clippers, c'est là où tu vois que c'est une excellente équipe. Les non-Jokic minutes, au Game 1, au Game 1, ils se sont un peu ratés sur les non-Jokic minutes. Et puis ils en sont voulus et tout. Sur les 3 autres matchs, les non-Jokic minutes, ça y est, tu sens que Tyronn Lue, Kawhi et Harden, là, les 3 cerveaux des Clippers, ont fait OK. Alors, c'est maintenant, hein. Allez. Et le début de quatrième quart, là, quand ils sortent un peu trop longtemps d'ailleurs, mais en même temps, il faut peut-être leur poser aussi le bestiau l'autre. Mais, waouh! Les Clippers exploitent extrêmement bien. C'est ça d'ailleurs qui est hyper intéressant dans cette série, c'est que là, les Nuggets, non seulement ils sont obligés de
puiser dans des ressources folles, avoir une série complètement dingue de Nikola Jokic, une très bonne série d'Aaron Gordon, hein. Au-delà de son buzzer buteur et tout, il fait une bonne série. Et même Westbrook, hein, il y a des ratés, il y a des machins, mais putain, il envoie, il se bat et tout. Murray, on n'en parle pas beaucoup mais il y a quand même quelques gros tirs qui tombent dedans. Enfin, je veux dire, les Nuggets sont en train de se craquer, de puiser dans leur retranchement pour rester dans cette série. Et pour l'instant, ça marche. Et c'est là aussi où il faut souligner du coup le mérite des Clippers qui posent ce genre de problème à cette équipe. C'est-à-dire que les Clippers sont vraiment une équipe qui pose des problèmes. C'est-à-dire que non seulement on avait parfois des doutes, tu sais, sur leur attaque, demi-terrain et tout. Bon là en plus, ils ont ou Harden ou Kawhi ou les deux qui te trouvent des vrais solus. Ils ont des role-players, il y a de la profondeur aux Clippers. Hein. On parle de Batum, mais moi les entrées de Derrick Jones Jr. Merde. Pour le moment, c'est malheureusement pas grand chose de plus parce que Bogdan ça va pas trop. Non, Bogdan ça va pas trop. C'est vraiment DJJ et Batum. Et j'aime assez bien ce que propose parfois Ben Simmons. Et Ben Simmons a pu bien défendre, il a montré des laps défensifs très Après, très sérieux. On connaît, hein, c'est Ben Simmons. Non, mais là ça défend très bien sur sa séquence. Si, dis donc, hein, il est bien utilisé. En gros, les Clippers sont cette équipe qui a plein de problèmes à te poser. Plein, beaucoup, des différents, à tous les matchs. Et donc les Nuggets sont cette équipe qui a un génie au milieu de role-players qui pour l'instant ça tient bien physiquement, ça joue, tu vois là t'as les temps de jeu, fais-moi voir là, je vois que tout le monde est à 42 minutes minimum côté Nuggets et l'autre ils sont à combien les Clippers? Et en bas ça répartit un peu plus parce que t'as Chris Dunn qui ressort pas mal. Un peu plus. Oui. Un peu plus, mais parce que t'as des Batum et des... parce que les meilleurs line-up sont pas avec forcément le 5 majeur. Non, mais même Bogdanovic sur ce Game 4 justement il a mis quelques tirs et tout, donc du coup Lou l'a un peu plus utilisé, tu vois, mais t'es moins sûr, tu vois bien que côté Nuggets sur le banc on est plus hésitant avec Peyton Watson ou des gars comme ça, on a moins envie tout de suite de les mettre sur le terrain. Donc non c'est une série incroyable. Ça retourne à 2-2 là. Tu retournes à 2-2, il y a eu ce dunk dont on pourra reparler parce qu'on va voir qui va gagner cette série, mais si Denver gagne cette série, c'est extraordinaire parce que tu vas te dire, mais attends, ils reviennent de loin. Hein. Bah, tu au Game 1 et au Game 4, les deux qui prennent, hein, ils reviennent de loin. C'est des matchs avec des 3 de Westbrook et des alley-oops. C'est extraordinaire, ça peut te lancer un groupe ça. Hein. Tout à fait. C'est là aussi qu'on voit, je trouve, un des avantages dont on parlait dans la preview des Nuggets par rapport aux Clippers, c'est que les Clippers, je trouve, et peut-être que ça va se sentir sur les tours suivants, ont été très forts offensivement sur le Game 3, mais Denver avait assez vite start-quitté sans sauvegarder, t'avais des mecs qui abandonnaient. La puissance offensive de Denver, la puissance offensive des Clippers. Normalement, les Clippers devraient être en mesure de remporter clairement ce Game 4, je trouve. Denver a été fort, hein. Mais je trouve que... Ils avaient 20 points de retard quand même, les Clippers, au bout du 4e quart. Bien sûr, parce que je trouve qu'ils ont aussi certaines limites offensives. Denver, dans un mauvais match, peut quand même s'en sortir parce qu'on est dans un sport où il faut mettre quand même le truc orange dans le cerceau en l'air, là. Et je trouve que Denver a un plus gros avantage en capacité nette offensive. Tu parlais de Jamal Murray qui a quand même rentré des gros tirs, la série d'Aaron Gordon. On le sent quand l'épaule de Michael Porter Jr. elle va bien. Hein. Sur le Game 4, là, il y a 17 points, ils sont hyper précieux, PJ. Alors que le match précédent, c'est une galère. Ils ont certainement un peu plus de skills naturels en attaque. Offensivement. Parce qu'ils ont Jokic déjà. Exactement. Déjà, je veux dire, faut pas déconner. Tout à fait. Kawhi a fait un match immense au Game 2, mais c'est vrai, je veux bien te l'accorder. Par contre, je trouve vraiment que en termes de rigueur et de régularité et même de variété défensive, ils sont très supérieurs aux Nuggets. Ah oui, non mais les Clippers... Attends, moi je te dis, le plafond offensif des Nuggets, c'est là par rapport aux Clippers. Le plafond offensif des Nuggets... Alors la capacité défensive des Clippers par rapport aux Nuggets... De toute façon, le plafond offensif des Nuggets, honnêtement, qui peut vraiment l'égaler dans la ligue? Le plafond offensif, j'ai bien dit. Hein. J'ai pas dit la continuité de l'attaque des Nuggets. J'ai dit le plafond. Quand tout va bien, la Porter Junior, machin, Boston, tout ça. Boston. Allez, Boston, éventuellement. Boston. Et j'ai bien dit éventuellement. Oh. Dans le sens où autour de Jokic, quand ça veut bien dérouler, là, puis qu'il y a des shoots qui tombent dedans, putain, quel bazar. Non, c'est un enfer. C'est un bazar à défendre. Alors que défensivement, ils sont beaucoup plus dépendants de la réelle forme d'un Aaron Gordon et des inspirations de Christian Brown en premier rideau. Et là, contre les Clippers, notamment, qui, comme tu le dis, ont une attaque un peu plus plafonnée. Bon, bah, ils sont bien obligés d'envoyer Aaron Gordon sur Kawhi. Ils sont bien obligés. Ouais. Ils sont bien obligés de faire gaffe au premier rideau quand même sur Harden. Et du coup, quand t'as Norman Powell et Ivica Zubac qui sont un peu chauds, qui commencent à mettre des paniers, et ben dans le 4e quart, tu prends la sauce. C'est ça. Tu prends la sauce. Tout à fait. T'es à 2-2. Putain, t'es à 2-2.
tu retournes à rentres dans Denver. cette série à Denver qui récupère l'avantage du terrain, mais dans une série what the fuck, je ne sais pas quoi. Franchement, J'avais dit quoi? Moi, je crois que j'avais dit 4-2 Clippers, moi. je crois aussi. Où je vais rester. Non, on est bon. Franchement, Ouais, on est bien. On c'est serein. Serein. Non, honnêtement, Mais- tu sais quoi? Voilà. Mais de toute façon, c'est simple. Au vu de cette série, moi, tu me sors une connerie là sur le Game 5, je te crois. Hein. Si tu me dis, tu sais quoi, Game 5, victoire des Clippers sur un putback de Derrick Jones Jr. au buzzer, avec grand plaisir, volontiers. Mais tu vois, je vais rester. Ok, je fais le malin, doigt en l'air, tout ça. J'ai quand même. Après, franchement, impossible de prévoir là ces comebacks de fous furieux et surtout ces plays de winner côté Denver qui leur permettent de gagner 2 matchs. Mais quand même, je suis d'accord avec ce qu'on a dit un petit peu au début. Je trouve que les Clippers sont la meilleure des 2 équipes sur ce 4 début matchs, de série. sur 4 matchs, oui. Et je suis peut-être naïf, mais j'ai la naïveté de croire que ça va leur permettre de finir par gagner cette série. Que par exemple, dans un match, il y a déjà eu au moins un très gros coup un peu du sort, plus un Westbrook game. J'ai la naïveté de croire que sur un match un peu plus normal, tactiquement, où la rigueur est demandée, il va falloir être là, plus les Clippers qui ont probablement pris un petit coup sur la tête avec ce game winner, mais qui ont la grande expérience de pouvoir se remobiliser tout de suite avec des Batum justement, avec des Kawhi, des Harden, même Norman Powell, c'est pas son premier match et tout machin. Je les vois bien se remobiliser et ils en ont la preuve, que si ils envoient du bousin et que les tirs tombent dedans, ils font des blitz auxquels Denver a du mal à répondre. Tout à fait. Donc je mets Clippers toujours. Allez, je mets ça aussi bouge Clippers collectivement, mais par contre, je reste sur là ce qui s'est prouvé au Game 4. Mais bon, et les on en Nuggets, parlait dans la vidéo au bout de 2 matchs. On est dans ce genre de rendez-vous où Denver a une arme que les Clippers n'ont pas et qu'il va falloir comprendre sur le match suivant. Ils ont ce qu'on appelle le meilleur joueur de la planète basketball. Et il l'a montré au Game 4. C'est une performance dont Denver avait désespérément besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon avant, c'est juste que là, il a joué comme le meilleur basketteur de la planète. Il a envoyé un truc, mais qu'il n'y a que lui qui peut faire. Il va falloir réitérer ce genre de choses. Je ne crois pas, et je serais ravi conséquent ça, je ne crois pas que Jokic va pouvoir produire moins et que Denver va pouvoir s'en sortir. Sincèrement, avec tout ce que tu as dit, tout à fait vrai sur les Clippers qui vont se dire attends putain, on est la meilleure équipe des deux, on va c'est là où je te dis que les Clippers ont un petit avantage, c'est que par exemple, on l'a vu là au Game 4, ils sont en situation de le gagner alors que Kawhi, c'est pas qu'il est discret, mais il a pas forcé. Ouais. Les Nuggets, tu as raison, ils ont besoin de Jokic le monstre. Ils en ont besoin, mais ils l'ont. Plus un putback bien lui en a pris d'Aaron Gordon et tout. Mais ils ont besoin de la défense d'Aaron Gordon sur Kawhi, ils ont besoin de plein de choses comme tout le monde. Mais c'est vrai ça commence par Jokic le monstre, je suis d'accord. On retourne chez les Clippers à 3-2 Clippers. Oui. Match mardi soir. Dites-nous fans de Denver, hein. Peut-être que pour vous, on dit des conneries et en fait, Denver est la claire meilleure équipe parce qu'ils ont Nikola Jokic et que ça va être le Jamal Murray game sur le Game 5. Le Game 5 a décidé bien des choses dans l'histoire de la NBA. Ça, à 2-2, à 2-2, là, ça va être... À 2-2, je crois que l'équipe à domicile, quand elle le gagne, 75. C'est 75 et que c'est plus élevé quand c'est l'équipe à l'extérieur puisqu'elle joue chez elle dès le Game 6. Évidemment. Donc gagner le Game 5 à 2-2, voilà, c'est très important. Factor X sur le Game 5 ? Factor X sur le Game 5, Denver, on a beaucoup parlé et tout, Jokic évidemment. Moi je pense que Jokic est tout à fait en mesure de réitérer un immense match. Je pense que côté Nuggets, un Factor X, ça peut se jouer sur du Jamal Murray. J'allais dire Michael Porter Jr. Bon bah voilà, c'est un gros match d'un de ces gars-là qui met ses tirs, qui fait trop mal à la défense des Clippers et tout, même si la défense des Clippers est bien organisée. Et côté Clippers, je pense que si Norman Powell réitère là, ce qu'il a été capable de faire pour la première fois de la série, on a vu du bon gros Norman Powell là, très important. Et du coup, on voit bien que ça, gros problème pour la défense de Denver. Parce que là, tout de suite, t'es occupé avec Kawhi, avec du Harden, il y a Zubac qui te fait chier dessous, et tout d'un coup, il y a Norman Powell qui commence à faire tomber dedans. Ça, c'est la merde. Donc Norman Powell, énorme Factor X. Il a peut-être les clés des matchs, de tous les matchs qui viennent, il a peut-être les clés là, parce qu'en fait, s'il met dedans, c'est quoi? Ils font quoi, Denver? Bien sûr. Ils font comment? C'est vraiment la merde. Moi, c'est le Harden game qui va tomber. Le Harden game 5. Ok. On y va. Donc Clippers. On y va, Clippers. Allez, Clippers Harden. La barbe. La barbe. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. On va basculer dans l'autre série bien chère à nos amis les Nuggets puisqu'il s'agit des Lakers. Avant ça, dis-moi. Petit point sponsor, comme on l'a fait dans l'autre vidéo de la conférence Est avec nos amis les Knicks et les Pistons. Vous les connaissez, ils sont avec nous. Et
Si vous allez sur le site de Rhino Shield avec le code Trash Talk, vous avez moins 15%. Alex, ce sont les poteaux de Rhino Shield avec des belles coques. Tiens, regarde, vu qu'on passe d'une montre série juste à ça l'autre, ouais, rapidement. vas-y, montre le site. Donc là, il y a tous les modèles de coques là sur fond noir avec des modèles plus sont ou les moins Lakers. bariolés, Attends, je vais voir. plus Là. ou moins avec plus ou moins de logos. Là, on a un beau logo Lakers. Voilà le vintage Golden State. Ah, Là, on j'aime voit bien le vintage New Jersey, le NJN. Là, moi, j'aime assez bien là à gauche là. New Jersey, c'est vrai. Ouais, le vintage, là, c'est Minnesota, là, sympa. comme ça. Regarde. Voilà. Lakers, Bulls. Voilà. Montre-nous ça, là. Qu'est-ce que tu Boum. as un petit peu en main? Moi, j'ai une belle petite Lakers là pour nos amis fans des Lakers. J'enlève la Hein. coque de mon iPhone, je vais tester. Voilà, ça peut servir peut-être de l'eau de consolation en cas de sortie prématurée de playoff. Spurs. On va voir, Tout à fait. on en parlera. Ici, j'ai celle que je vous ai montré il n'y a pas longtemps là, avec les logos vintage, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est cool. Et puis ici, nous avons une coque D'une équipe qui attend le vainqueur de cette série. Hein. Oui, exactement. D'une équipe qui attend le vainqueur. Enfin, qui attend. Pour l'instant, elle n'en sait rien. Au moment où on tourne cette vidéo, ils attendent rien du tout. Ils attendent les Rockets. Ime Udoka a dislike cette Ils vidéo. attendent les Rockets. Tout à fait. Voilà. Petite coque d'une dynastie qui n'attend qu'une chose, c'est de le redevenir évidemment si vous aimez les Spurs et compagnie. Vous n'hésitez pas, le premier commentaire de cette vidéo, vous avez le lien qui vous envoie chez les poteaux de Rhino Shield, cœur sur la team Rhino Shield évidemment. Avec le code Trash Talk, moins 15%. Moins 15. Vous pouvez vous régaler. Moi je remets ma coque Pikachu, vous pouvez en retrouver aussi sur plein de légendes qui sont en label avec nos amis de Rhino Shield. Basculons chez nos amis les Lakers. Alex, on était là, dans c'est un chez autre les type de Wolves, hein. physionomie. Ouais, tout à Là, fait. on vient de voir 2 matchs à Minnesota. Minnesota qui avait récupéré l'avantage du terrain. Dès le donc il y game avait 1. Un partout dès game 1. Les Lakers ont répondu au game 2, ont égalisé. Ok, on va à Minnesota. Et là, on a un game 3 et un game 4. Très différent. Le game 3, on peut en parler rapidos. Ce qu'on appelle le Luka Gerbito. Alors, Luka, pas bon. Mais les Lakers quand même dans le match. Il a fallu un vrai run de fin de match des Wolves pour se débarrasser des Lakers quand même. Ouais. Donc il y a quand même un point commun dans ces 2 matchs. Et par rapport à ce que moi je disais dans la preview, où j'avais entre guillemets vu venir le fait qu'on pouvait avoir des matchs serrés dans cette série. En revanche, comme d'habitude, d'ailleurs il y a des Marseillais qui me l'ont fait remarquer samedi dernier, genre probablement j'avais sous-estimé les Wolves encore. C'est-à-dire que moi je me disais à la base, hein, franchement, sur des matchs un peu serrés avec des money time, je suis plus en confiance avec des Luka et des LeBron qu'avec. Tu disais, ouais, l'attaque placée, les Wolves et tout. Bah là, force est de constater que sur des fins de match où le game 3, il y a besoin de faire un run, il y a run. Il y a run propre, autoritaire, ça rigole pas, on envoie du sale et on gagne. Oui. Et sur le game 4, c'est pas vraiment un run, c'est une fin de match très serrée. Oui. Avec ça se rend coup pour coup, avec les Lakers qui sont devant, les Wolves qui grappillent, qui passent devant, les Lakers qui reviennent. Enfin, tu vois, voilà, une fin de match toute serrée, un vrai money time, géré en patron par, évidemment... Le meilleur joueur de cette série. Voilà, tout à fait. Anthony Edwards, par également, genre, on voit bien les 6 ou 8 points que leur clock Nasrid à un moment, là, dans le 4e quart pour recoller et tout. Ça fait trop du mal. Jaden McDaniels... c'est Jaden McDaniels, ouais. Pareil, bon match. Dante DiVincenzo. Enfin bref, il y a plein de choses hyper intéressantes, effectivement, autour d'un Anthony Edwards incroyable. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans un money time tout serré, les Lakers ont montré des grosses limites tactiques. Alors qu'ils ont Luka Doncic et LeBron James, on pourra reparler. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le coaching de JJ Redick. On va évidemment en reparler. Oh oui. Évidemment. Les choix de rotation notamment, parce qu'en fait, il ne fait pas tourner du tout. Donc c'est quand même ultra chelou dans un match avec autant d'intensité physique de ne pas faire tourner du tout. Faire tourner peu, bah, on comprend. Il n'a pas non plus un banc extensible à l'infini. Pas remettre Gabe Vincent, pas remettre du tout de Vanderbilt, pas du tout de Jackson Hayes. Non, ça va. Peut-être que ça va, mais n'empêche qu'il pose quand même des écrans et après il roll. Et sur quelques petites actions, ça fait toujours un peu chier les Wolves. Moi, je veux bien qu'ils prennent la caméra en main et puis qu'ils nous fassent un Mais début. je suis d'accord, mais je veux dire, Luka Doncic qui joue avec un mec qui fait des écrans et qui roule, c'est pas mal aussi. Bon, bref. Ouais, Vanderbilt, non mais tout à fait, non mais je te dis pas que. Voilà. Mais donc, les Wolves ont montré une grande solidité. C'est pour ça qu'ils mènent 3-1. Non seulement ils ont le meilleur joueur de la série, mais ils ont la meilleure équipe aussi et ce sont les mieux coachés. On a critiqué Chris Finch. Non, mais c'est très bien. Là, Chris Finch, il a fait tomber les plays qui vont. Et en plus, quand c'est comme ça,
quand ça commence à aller dans ton sens, ça va dans ton sens jusqu'au bout. C'est-à-dire que là où les arbitres sifflent une perte de balle à Anthony Edwards, ça demande le replay. Et cette perte de balle se transforme en faute. Il y a faute, moi je trouve, de LeBron, pas de problème. Oui, après lui nous a dit que la balle était à l'extension de la main. Mais ouais. Bon, après, et puis l'épaule, c'est l'extension du pied aussi. Et j'entends tout à fait qu'on puisse dire oui, c'est une faute un peu sévère. Faute. Mais je trouve qu'il touche bien la main. Ça a été bien arbitré. Tout à fait. Et ils vont faire les replays au moins, parce que les fans des Pistons, si tu leur demandes, ils auraient bien aimé. Moi, sur ce match, il y a plein de trucs que j'ai adoré. Déjà, on a mangé complètement Gucci le dimanche soir. Là. On était en sortie du Pistons Knicks et on a eu un Lakers Bulls exceptionnel. On a tendance à parler en effet d'Anthony Edwards là, qui est énorme, mais quel supporting cast. Et d'ailleurs, énorme coup de cœur, certains l'ont vu, j'en ai parlé sur ce cher réseau Twitter. Quel bonheur de voir Anthony Edwards. Tout au long de la saison, il le fait, mais hier, il met 43 points dans un match de play-off en antenne nationale face aux Lakers. Le mec, sa première réaction face caméra, c'est de dire merci Dante DiVincenzo, Naz Reid et Jalen McDaniels, on ne serait pas dans cette situation sans eux. C'est vrai. On est en train de se demander jusqu'où ce garçon peut aller. Toute la saison, les gens qui regardent pas les Wolves, toute la saison il fait ça. Ça a été rapporté par les reporters de Minnesota, c'est formidable. Ce qui fait que Minnesota pense qu'ils peuvent aller extrêmement loin, c'est que leur leader est en train de développer un leadership merveilleux. Anthony Edwards, en soi sur la série, n'est pas 18 épaules au-dessus des autres. Luka Doncic a été énorme sur le début de série. Lui, il a été bon, Anthony Edwards. Il fait un match 4, sérieux. Et LeBron aussi. Et il avait été vraiment à gerber, désolé pour le jeu de mots, Luka Doncic sur le match 3 parce que ça n'allait pas. Mais il y avait un gros LeBron par contre. Et il y avait un gros LeBron. Anthony Edwards est énorme sur le Game 4, surtout sa deuxième mi-temps en termes de choix, la façon dont il a abordé la pression défensive des Lakers, de savoir quand demander le ballon, quand la relâcher, parce que ça va donner des responsabilités aux autres. Plusieurs choses. Minnesota n'a pas craqué. Alors que c'est un match dans lequel il y a plein de tests. Dorian Finney-Smith qui met ses 3 points. LeBron qui est défensivement monumental. Le mec, il a 48 000 ans. Il a 45 minutes dans les pompes. Il y a eu des plays défensifs de LeBron. Un match 4. De malade. Parce que même offensivement on a critiqué, mais en fait oui, il a pas pris beaucoup de tirs parce que il y a eu beaucoup de tirs qui ont été donnés à Rui Hachimura, à Austin Reeves et beaucoup à Luka, et il a l'air de bien l'accepter. Par contre il est allé chercher des lancers avec beaucoup d'intelligence en permanence, notamment en allant se battre en rebond et en allant chercher, en allant bien gérer les mismatchs et tout machin. Il est pas loin du triple-double, manque de passes. Il manque de passes. Et il y a du style, il y a du contre. C'est un match énorme. Et le contre qu'il fait là sur Dante DiVincenzo, alors qu'il a 44 minutes de jeu déjà dans les papates. La tête elle est à la planche. Non, mais il a 44 minutes de jeu, il faut la lucidité. Mais c'est ça en fait. Et avoir encore le physique. Et tout à fait. C'est ça qui, moi, j'avoue, m'a dérangé par rapport à JJ Redick. Que je comprends le côté pile ou face. Moi, j'en ai parlé avec certains. C'est un côté Thibaudesque qui peut aller dans les deux sens. Tu as des gens qui peuvent dire, mais oui, mais si ça avait été gagné au le finish... pire, c'est que c'est pas loin de marcher. Et c'est pas loin de marcher. C'est-à-dire que JJ Redick fait un essai, c'est de se dire, c'est notre meilleur line-up, on va y arriver. Le 3 de Finney-Smith, il tombe. Les Lakers sont pas loin de gagner. Tu peux te dire, on va y arriver. Ils vont être exténués, mais on va rentrer à la maison à 2-2 et ils vont avoir 48 heures pour se reposer. Donc, Redick est pas loin de réussir. Le problème, c'est que là, c'est un pari qui s'avère extrêmement coûteux parce que s'il y a bien un truc qui s'est vu, mais alors clair, dans la fin de match des Lakers, c'est qu'ils étaient carbo. Les shoots des Lakers sur le 4e quart-temps, Austin Reeves, pauvre Austin Reeves sur le Game 4, LeBron, Luka, tous les autres gars. Il y a Dorian Finney-Smith qui en met un, mais sinon sur le 4e quart-temps, les shoots, ils mettent 19 points les Lakers. Il y a Rui aussi. Mais ils avaient plus les cannes. Mais franchement, tu peux avoir à ce moment-là ces 2 dernières minutes de Vanderbilt ou autre, même si c'est dur. Mais les cannes, c'est les cannes. Ils avaient plus rien dans le tank là, les gars. Premièrement, je suis d'accord. En fait, tu peux adopter une tactique comme ça de rotation où tu te dis, je vais pas faire tourner ou quasi pas. Moi, ce qui m'embête, c'est je ne vais pas faire tourner mon 5 majeur. Moi, que par exemple, il regarde droit dans les yeux, je prends au hasard, il dit à Dorian Finney-Smith et à LeBron, ça va Bonbon, comment tu te sens, Pépi et tout, machin, tu penses que tu peux jouer 24 minutes là en deuxième mi-temps et que Bonbon, il te regarde droit dans les yeux et te fait oui, tu sais qu'il peut le faire. Ils l'ont dit, ça a discuté avec le staff. Ah bah évidemment, ouais. Tu sais qu'il peut le faire. Oui. Tu sais qu'il peut, que s'il te dit oui, il peut le faire et que même peut-être s'il sent que ça craque, il aura l'intelligence de te faire signe. Ouais. Un mec comme LeBron, il l'a montré dans sa carrière. Après, tu prends du jeune, entre guillemets, bien athlétique à la Rui,
ou un mec comme Dorian Finney-Smith qui a un jeu physique mais qui est pas dans les trucs athlétiques machin et qui donc machin peut jouer longtemps. Donc tu prends ces mecs-là, j'aurais compris. Ce que je ne comprends pas, c'est que par rapport au niveau proposé par Austin Reeves, que tu le fasses pas tourner en deuxième mi-temps, moi je suis pas d'accord. Et c'est là, ça va au-delà de savoir s'il peut tenir physiquement ou pas. C'est que je trouve que c'est une erreur, du coup, je trouve. Et Luka Doncic, à Dallas, ils le savent bien, mais je rigole, pardon. Mais je veux dire, concrètement, on le sait, Luka Doncic, pour le coup, c'est dommage de ne pas lui garder un poil de fraîcheur pour un Money Time. Et surtout que tu as, comme l'a dit Bastien, ou du Vanderbilt, ou potentiellement, vas-y, remets-moi Gabe Vincent sur le terrain, tu sais quoi, pour remplacer ou Doncic ou Reeves. Gabe Vincent joue 5 minutes, allez, 6 minutes, 3 pour Reeves, 3 pour Doncic, ou 4 pour Doncic et seulement 2 pour Reeves. Je sais pas, juste, tu vois, le fin de 3e, début de 4e, Luka, je suis d'accord. Sur le banc. Mais je suis d'accord. Tu vois, et ça, c'est ça qui me dérange plus que l'idée de base. Non, je l'aime bien, c'est les playoffs, t'es mené 2-1, t'es à Minnesota, tu te dis que tu peux le faire. En plus, ton 3e quart te donne raison, puisque tu prends 10 points ou 9 points d'avance. 10, ouais, voilà. Tu mets un très beau run. Donc ça te donne un peu raison, mais c'est dommage que ça te donne raison et que derrière tu saches pas faire le petit truc qui t'aurait... Alors après, c'est que alors pour le coup, c'est du what if, parce qu'on sait pas ce que ça aurait donné. Non, mais on n'en sait rien. Ça se trouve, il aurait fait tourner, ça aurait rien changé. Mais, ou ça aurait été pire, ou j'en sais rien, on s'en fout. Mais vu qu'il l'a pas fait et que t'as raison, Bastien, les mecs avaient l'air complètement cramés en fin de match, du coup, ça fait chier. Bah, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage. On fait ça tout a posteriori, mais il y avait des tests à faire, des petits, surtout que tu as le talent individuel pour. Les Wolves avaient la chiasse à l'idée que Luka Doncic puisse vraiment anéantir le Money Time, lui plus LeBron, parce qu'ils en sont capables tous les deux. Mais bien, ils en étaient pas loin. Et en plus, même fatigués. C'est des deux côtés du terrain, c'est-à-dire que LeBron a été magistral, je trouve, défensivement sur le Money Time. Il a fait des plays. Alors on cherche le contre, mais il y a eu des interceptions en bas, il y a eu des trucs mais monumentaux de sa part. Non, c'est grave battu sur Nasrid et tout ça. Et par contre, oui aussi. Et c'était un des thèmes de la série dont on avait parlé, je parlais pendant la preview, et qui a été bien utilisé, et ça me remontre l'intelligence de ces Wolves et leur évolution en tant que groupe, c'est que lorsqu'il a fallu percer le premier rideau, notamment avec un certain Slovène, et qu'il fallait baisser l'épaule pour créer des décalages, ils l'ont fait. Ouais. Il y a eu des balles dans le dunker spot pour Jalen McDaniels qui a terminé au niveau aérien, parce qu'il n'y a pas un joueur des Lakers qui peut aller chercher au niveau aérien. Il y a LeBron en fait, mais il ne peut pas être partout. Voilà, exactement. Et du coup, il y a eu vraiment des situations, et pour lui et pour Nasrid en... trailer, contre-attaque, c'est l'énorme 3 que met Nasrid. C'est les mecs qui sont fumax et les Wolves ont un petit peu plus d'énergie. Donc, coup de poker qui ne s'est pas avéré payant pour les Lakers. Tu te retrouves mené 3-1. Avant de basculer sur ce Game 5, on a beaucoup parlé de JJ Redick. Côté Minnesota, on voit en tout cas qu'il y a eu ce match 2 qui a été perdu où vraiment ils n'étaient pas dedans au niveau de la réussite à 3 points, mais putain, il trouve des solutions. On est en train de voir un Anthony Edwards avec son groupe qui l'année dernière nous a sorti Kevin Durant au premier tour, Nikola Jokic et compagnie au deuxième. Quoi, il va nous sortir LeBron et Luka là ils sont en position. Putain, c'est la meilleure équipe sur 4 matchs. Ah, largement. Et ils sont en position notamment parce qu'ils ont réussi ce Money Time dans ce match serré où il y avait un coup de poker tactique en face. Ils ne se sont pas déconcentrés. Eux, ils ont continué à faire tourner. Nickel Alexander-Walker a eu des minutes. Dante DiVincenzo a eu des minutes. Nasrid a eu des minutes. Ils sont restés sur leur rotation à 8. Très bon Julius Randle, agressif. Au rebond, et pas si mal en défense, tout à fait d'accord. Les minutes parfois limitées évidemment pour Rudy Gobert parce que les mismatchs et le jeu ISO. C'est trop dur pour Rudy. Voilà, c'est très dur pour Rudy, c'est très dur pour Mike Conley aussi. Le duo du Jazz, Mike Conley, Rudy, c'est dur cette série pour eux. En fait, je suis d'accord, c'est dur. Mike Conley, mais je le mettrais un cran au-dessus pour Rudy. Ah ouais. Parce que je trouve que Conley, en fait, en soi, dans la réussite au shoot, on le voit, ça peut être compliqué. Défensivement, non. Il est ciblé dès qu'il est là. Oui, mais il est ça autant reste... ciblé que Rudy limite. Ah, tout à fait, mais je trouve que ça reste du Mike Conley, c'est-à-dire que c'est malin, il est arrivé, même il a réussi à contrer LeBron dans le Money Time, il arrive, je trouve, à apporter une stabilité au groupe, à reprendre des gars. Il y a des choses aussi qu'on voit pas, c'est-à-dire que Mike Conley, quand il est sur le terrain et qu'il y a une attaque qui est un petit peu trop rapide et mal jouée, c'est Mike Conley aussi qui regroupe les gars et fait vous avez vu là, quand on attaque côté droit, on n'arrête pas de les percer, donc retournez-y. Mais je suis d'accord, c'est dur pour Mike Conley. Pour Rudy, vraiment, par contre, on peut en parler, c'est dur.
Il y a même de la frustration, on l'a vu, il y a eu des mauvais coups aussi de Rudy et sur la gueule de LeBron, notamment en rebond après avoir été un peu chafouiné. Ouais, il a bougé les coudes. Attention Rudy, attention. Ouais, mais de toute façon, cette série, c'est l'enfer pour lui. T'as plein de joueurs d'ISO, c'est un small ball. Il se fait sortir. Il y a Austin Reeves qui le cible, il y a Luka qui le cible. Enfin, tu vois, tout le monde le cible et tout. Donc évidemment que c'est compliqué. Et en plus, parfois, là notamment c'était le cas hier soir, il y a Nasrid qui rentre et on voit bien toute la différence de ce qu'il peut apporter Nasrid. Donc évidemment que c'est une série très compliquée pour lui. Nasrid d'ailleurs qui a défendu comme un maboule sur les cannes fatiguées, hein, mais Nasrid les switch dans le money time là. Bien. Il le tenait et tout. Et là, tu vois, tu regrettes aussi. On parle souvent de l'énergie, des mecs qui shootent et tout. Tu regrettes aussi, tu vois bien, un peu un manque de lucidité, même de Dorian Finney-Smith ou de Rui, ces mecs qui doivent venir coller un bon gros écran pour essayer d'aider Luka, évidemment. Donc, la défense très intelligente des Wolves, qui a plutôt trappé Luka, qui a plutôt imposé un peu du pick and pop, et ils se sont dit, bon, bah, tu sais quoi, si Rui Hachimura ou Dorian Finney-Smith, enfin voilà. Donc, c'est une défense aussi physique et intelligente. Les Wolves mènent 3-1. Les Wolves méritent de mener 3-1. Ils rentrent. Non, ils rentrent pas à la maison. Je dis de la merde. Moi, ils vont à Los Angeles pour le match 5, vu que c'est Los Angeles qui a l'avantage du terrain. Tout à fait. Et Anthony Edwards le disait, ça va être. Il a prévenu ses gars, je l'adore. Et vraiment, il y a des trucs extra-sportifs, je m'en bats les couilles, mais le basketteur que c'est en train de devenir, en plus des deux côtés du terrain, il a dit dans le vestiaire à ses gars, attendez-vous à ce qu'on soit 300 000 contre 12. C'est-à-dire que ça va être le match le plus dur de toute notre saison. On est capable de les finir à Los Angeles. Il va falloir qu'on joue encore mieux. Ce qui est énorme. Je veux dire, ils viennent de gagner un super match, 2 à domicile et tout. Et il dit, les gars, on reste focus. Mais on leur conseille, hein, mais ouais. Parce que oh là, je veux pas donnez pas d'espoir à ces Lakers-là, parce qu'on voit bien qu'ils ont un coach inexpérimenté, qui a fait un coup tactique, qui n'a pas payé, parce qu'on est tous... tu parlais de coup de poker tout à l'heure. Dans le poker, on dit result oriented. Tu vois, quand tu regardes que le résultat, mais que tu regardes pas ce qui s'est passé. Aussi, hein. Non, mais c'est un peu une erreur. C'est-à-dire que concrètement, le coup tactique de faire jouer le même 5 pendant la deuxième mi-temps n'a pas payé. Moi, je pense qu'il n'a pas payé parce qu'il fallait juste mettre le petit ajustement de quelques minutes à gratter pour être un peu mieux dans le money time. Mais l'idée de départ était bonne et très chiante à gérer pour les Wolves. La preuve, les Lakers à l'extérieur dans une salle hostile sont graves là malgré la fatigue. Ouais, tout à fait. Donc il faut que ces Wolves, et c'est très bien qu'Anthony Edwards les bouse, parce que évidemment ça va être très dur, le public, le machin, mais en plus en face, je ne pense pas que ça va lâcher du tout. Non, c'est pas le genre de la maison. Ils doivent être furieux, les mecs. Ils doivent être furieux et ils savent. Ils l'ont vu au Game 3, au Game 4 qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils peuvent prendre des matchs à cette équipe dure à manier des Wolves. Donc oui, non, vaut mieux. Franchement, les Wolves, vaut mieux les finir. Hein. Après, finir là-bas, ce serait vraiment un coup de force magnifique de la part des Wolves. Moi, j'avais dit 4-3 Lakers à la base. Moi, j'avais dit 4-2, je crois. Lakers ? Bah oui. Je te cache pas que c'est foutu. C'est fini. Je crois que j'avais dit 4-2. Ah, j'ai peut-être dit 4-3. Je sais plus. Je crois que t'as dit 4-2 Lakers. Ouais, je crois que j'ai dit 4-3, genre à domicile. Bon, ça va pas passer, hein, sauf si tu t'appelles Brandon Jennings, tu sais que ça ne passe plus. Ou Shannon Sharp, ouais. Donc voilà, donc ça revient à Minnesota ou pas pour toi, avec un match 6 ? Ouais, je pense que ils vont le prendre à la maison, les Lakers ? Je pense que cette série, elle est pas finie. Et si ça se trouve, les Wolves vont dire, mais les gars, quand est-ce que vous allez nous écouter ? On a mis 4-1 aux Suns, on va mettre 4-0 aux Suns, on va mettre 4-1 aux Lakers. Je serais épaté. Est-ce que je les sous-estime encore, les Wolves, si je dis que ça va prendre le match 5, les Lakers ? Parce que non, allez, les Lakers qui prennent le match 5 Moi, aussi. je pense que les Lakers vont prendre le 5. Parce qu'en plus, là, ils ont 2 jours pour se reposer. Il va y avoir un peu de fraîcheur. Ils peuvent discuter. JJ Redick, il manque d'expérience, machin et tout. Je pense par contre qu'il est du genre à se remettre un peu en question quand même. Bah, j'allais le dire. C'est marrant que tu dises ça. Bon, évidemment, ça fait après, on va voir. Qu'on fait les vidéos. Mais c'est certains mentionnaient, je trouvais ça assez intéressant que tu vois que JJ Redick est rookie sur cette playoff, hein. Là il y a certains choix qui sont faits comme tu as dit, result oriented, mais il tente. Il va falloir se remettre en question. Il va falloir aussi accepter en effet qu'il a fait certaines erreurs, donc entêté comme il est aussi, moi je comprends, mais de là à aller se répandre en disant il y avait faute, il y avait ceci et cela, moi je pense que JJ Redick doit... Les interventions qu'il a faites notamment sur le Game 2 pour secouer ses joueurs, on l'a vu, le temps mort là où il leur est rentré dedans, c'était nécessaire pour vraiment bien gagner ce match. Attention au banc parce que là vraiment si on devait faire une série en 7 entre le banc des Wolves et le banc des Lakers, je crois qu'il y aurait déjà 4-0 là. Oui. Ils sont en train de se prendre une pilée par Nasrid, Dante DiVincenzo et compagnie, c'est méchant. Mais ils sont pas aidés.
Moi, je pense que Gabe Vincent et Vanderbilt ont des choses à apporter à ces Lakers. Certainement pas aussi fort que Dante DiVincenzo Nasrid avec un peu de Nickel Alexander Walker, mais quand même. Ouais. Réflexion à avoir pour JJ Redick et son staff. Mais moi, perso, je les utiliserai un petit peu plus. Après, pourquoi pas démarrer aussi en small ball ton match? Est-ce que tu es obligé d'avoir Jackson Hayes titulaire? Est-ce que tu peux pas avoir Jackson Hayes qui rentre à un autre moment? Il les a à un autre moment, ces 5-10 minutes. Parce que t'adores, c'est calqué sur Rudy, c'est ça en fait le truc qu'ils aiment. Ouais, mais est-ce que c'est ça le bon choix finalement? Peut-être. Peut-être, mais je suis pas si sûr. Là, toute la deuxième mi-temps, donc t'as pas de Jackson Hayes, bah Rudy c'était compliqué pour lui quand même. C'est la merde. Ouais. C'est compliqué. Et en attaque, c'est pas pour ce qu'apporte Rudy. Tu t'en fous. Tu t'en fous que Rudy te domine en taille en attaque, puisque malheureusement pour lui, le Frenchie, il arrive pas à foutre un panier. Et il le fait même pas parce qu'il y a eu des fumbles vraiment sous l'arceau, c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'on retourne à Minnesota. On va retourner à Minnesota. Ouais, on va retourner à Minnesota. Et peut-être que les Bulls vont dire, mais les gars, vous croyez quoi? 4 ans. Putain, t'imagines, ils sortent en 5 les Lakers. On a plusieurs. Lakers in 5, pardon. On a quelques séries quand même là qui potentiellement peuvent nous proposer des petits matchs 7 quand même. Ouais. Non, c'est des super playoffs. Moi j'adore. Le week-end prochain, avoir des choses à. Oh là là, à commenter. Bah, s'il y a des 7, la tradition exige. La tradition exige, il me semble. Allô Simon. Ouais, voilà. Non, ce serait incroyable. Dites-nous ce que vous pensez, évidemment, fans des Nuggets, des Clippers sur la première partie de ces vidéos, et également des Lakers et des Wolves. Qu'est-ce que ça va donner? Ce sera pareil, je crois, ce mardi soir. Il y a 4 non, c'est mercredi. C'est mercredi parce qu'ils changent de ville. Ouais. Et donc, et les Lakers ont joué toute la deuxième mi-temps avec les mêmes joueurs, donc ils ont un petit jour de plus de repos. Voilà. On a parlé de l'arbitrage dans une autre vidéo. Là, on n'en parle pas vraiment parce que j'ai vu des gens qui se plaignaient. Et oui, les Lakers ont été plutôt mal arbitrés dans ce match 4. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais ils étaient dans le match, ils avaient la possibilité de le gagner. Je sais pas quoi dire. Le replay sur la faute de LeBron sur Ant, moi je trouve que c'est tout à fait sifflable. Donc j'ai pas de choses particulières à remettre. Ouais, ce qui les a fait chier, c'est quand Luka se prend les pieds dans les pinceaux de James McDaniels et qu'il a perte de balle et que voilà, il y a demandé. Oui, il y avait faute peut-être sifflable. Oui. Peut-être, c'est vrai qu'elle fait mal celle-là. Je trouve ça moins flagrant que de niquer la série des Pistons. Ah non, attends, je trouve ça c'est sûr. On se retrouve évidemment mercredi pour le Game 5 de cette série et le Game 5 évidemment mardi soir entre Nuggets et Lakers. Et on rappelle évidemment chez les potos de Rhino Shield, moins 15% avec le code Trash Talk. On fait des gros bisous. Ciao. À demain pour d'autres petites vidéos. Ciao. Ciao.